En préparant cette intervention, Monsieur le ministre, j'ai eu connaissance d'un rapport non publié, non rendu public, un rapport du 14 novembre 2003 du groupe de travail Évaluation collective. Ce rapport est consternant. Je souhaite qu'il soit transmis à tous les parlementaires français. Il révèle l'état incroyable d'impréparation des 10 nouveaux États membres au système de Schengen. La première partie est consacrée à la gestion des frontières. C'est une situation gravement lacunaire. Le constat est terrible, et il est d'autant plus terrible si on réfléchit au fait que bientôt la frontière des pays de l'Europe centrale et orientale sera notre frontière extérieure par simple application de la Convention de Schengen. On y trouve des choses stupéfiantes, par exemple sur les visas. Je ne veux pas les lire, je vous fais grâce de toute cette partie technique, mais enfin le constat est affolant pour toutes les politiques d'immigration. Le rapport parle en termes soigneusement édulcorés, calculés pour ne froisser personne, et on y trouve des phrases comme celle-ci. Jusqu'à l'adhésion, il est impératif de placer ces pays sous surveillance permanente, en anglais continuous monitoring, surveillance permanente, en ce qui concerne leur capacité à contrôler et à combattre l'immigration illégale et le travail clandestin. Même s'ils ont adopté une législation conforme aux directives européennes, leur capacité d'action, leur efficacité concrète dans ce domaine est parfois et souvent lacunaire, etc. La France connaît aujourd'hui une grave crise de l'immigration. Le nombre des demandeurs d'asile est passé de 20 000 en 1999 à plus de 80 000 en 2002 et à nouveau plus de 80 000 en 2003, alors qu'il baisse partout ailleurs, notamment en Grande-Bretagne et en Allemagne. Un rapport de novembre 2002 qui a été remis en main propre à M. Sarkozy et que M. Sarkozy n'a pas voulu publier parce qu'il est effrayant. Le rapport Escoffier évalue le nombre de migrants clandestins annuels à 200 000 personnes. Ces migrants clandestins s'ajoutent aux 200 000 migrants réguliers que la France accueille chaque année, par exemple au titre du regroupement familial. 207 000 exactement en 2002, pour être précis, selon, je cite, le rapport au Parlement sur les titres de séjour du ministère de l'Intérieur. La logique de Schengen est en partie responsable de cet afflux massif de migrants en situation irrégulière. En supprimant progressivement, entre 1995 et 2000, ces contrôles aux frontières nationales, en l'absence de toute frontière extérieure crédible, les gouvernements français ont favorisé un appel d'air considérable sur le territoire français. Avec l'élargissement, cette situation ne peut qu'empirer dans des proportions qu'il est impossible aujourd'hui d'évaluer. La France n'a plus de frontière nationale. Elle dépend pour sa sécurité migratoire d'une frontière extérieure européenne, aujourd'hui largement défaillante, et demain, après l'élargissement, totalement perméable. J'aborderai cette nuit les autres sujets concernant la sécurité, notamment la question qui concerne la police et la lutte contre la criminalité. Je dirais simplement que l'augmentation de la prostitution en France s'explique déjà à 80% par les trafics de personnes humaines en provenance de l'Europe de l'Est. Les pays d'Europe orientale sont aussi des plaques tournantes du trafic de drogue, particulièrement d'héroïne en provenance d'Asie centrale. Mais j'ai parlé d'Europe bouclier, premier slogan de la dernière décennie eurofédéraliste. Je ne veux pas oublier de parler de l'Europe puissance, juste pour dire, ou plutôt pour rappeler ce qu'on nous a dit à l'époque. On nous a dit ceci, vous les Européens, et surtout vous les Français, acceptez d'amputer votre souveraineté, elle vous sera rendue au centuple par Bruxelles. C'est comme si on disait à un athlète,
Amputez-vous de vos 2 jambes, offrez-les à la science, alors vous courrez plus vite. 10 ans après, que trouve-t-on? Une addition de souveraineté mutilée qui ne produit pas plus de puissance qu'une addition de cul-de-jatte ne produit de vélocité. Aujourd'hui, l'Europe n'est pas, mais alors pas du tout, une puissance de contrepoids. C'est une puissance additionnelle et supplétive. Et c'est l'honneur de M. de Villepin de le savoir et de l'avoir éprouvé au moment de la crise irakienne, avec talent et avec courage. Donc je ne pense pas que sur ce point-là, au moins, il réplique d'une manière contradictoire. Alors pourquoi, au fond, cette Europe soumise est-elle à ce point continentale et atlantique? Je pense pour 3 raisons. La première, c'est qu'il y a un génome européen de l'atlantisme. L'Europe a 15, et du point de vue géopolitique, atlantiste et continentale. C'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas au monde, contrairement à la France. Elle laisse sans envie la puissance américaine exprimer et imposer sa vision du monde. Pourquoi? Parce que la plupart des nations européennes, vous le savez bien, Monsieur le ministre, ne sont pas des puissances mondiales, mais des puissances régionales. Donc si Washington, pour peu que Washington vienne soutenir leurs projets régionaux, cela leur suffit. Elles ne voient pas d'inconvénient à ce que, par ailleurs, les États-Unis assurent sans partage la domination sur le reste du monde. Deuxième raison, la volonté des nouveaux pays adhérents. La volonté des nouveaux pays adhérents, c'est d'entrer dans un bloc transatlantique. Václav Havel, lorsqu'il parle de l'Europe, de l'Union européenne, je le cite, il parle de la communauté euro-atlantique. Et d'ailleurs, symboliquement, l'entrée dans l'OTAN a été le sas propédeutique pour ces pays, avant l'entrée dans l'Union européenne. Je ne rappellerai pas l'épisode des F-16 polonais. On remet un chèque à la Pologne. À la fin du mois, 3 milliards 500 millions d'euros. Pour l'adhésion, le chèque d'adhésion. Entre la dinde et les marrons glacés, la Pologne achète pour 3 milliards 500 millions d'euros des F-16 américains. Voilà à quoi a servi l'argent des contribuables européens. Mais pour eux, c'est naturel. J'expliquerai pourquoi d'ailleurs plus tard. L'Europe a mis 15 ans à les accueillir. L'OTAN a mis moins de temps. Les Américains ont été plus lestes et plus rapides. Et d'ailleurs, je citerai tout à l'heure, je regrette qu'il n'y ait plus de socialistes, ça les a dégoûtés et démoralisés. Mais s'ils étaient là, je citerai François Mitterrand qui a dit, j'aurais rappelé cette phrase célèbre, il faudra des décennies pour qu'ils puissent entrer dans l'Europe. Quelle erreur géostratégique. La troisième raison, c'est que le projet géopolitique des États-Unis d'Amérique, il est très simple, vous le savez bien, puisque vous vous y heurtez tous les jours. Et c'est l'honneur de la France. Un bloc transatlantique contrôlé par Washington et abrité par un dôme protecteur, l'OTAN. Chacun, en fait, entend à sa manière le slogan « L'union fait la force ». Pour les Européens, ça veut dire une addition de puissance. Pour les Américains, une addition d'impuissance. On parle de la future défense européenne. Elle sera fondée sur le fameux concept d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'il faut que les matériels militaires soient OTANO-compatibles. Elle reposera en fait sur 2 principes qu'on pourrait ainsi résumer. Uniforme européen, armurerie américaine. Les États-Unis d'Europe, ce sera les États-Unis en Europe. Il n'y a que la France qui pense l'Europe en termes d'Europe puissance.
Parce qu'il n'y a que la France qui se conçoit comme une puissance mondiale et pas seulement comme une puissance continentale et atlantique. Bien sûr, il y a l'Angleterre, mais l'Angleterre, M. Blair est venu le dire sur France 2 hier en français, l'Angleterre ne choisira jamais entre l'Europe et le grand large. Elle choisit les deux. C'est le général de Gaulle qui parlait de cheval de Troie. Nous y sommes. Il n'y a que la France qui pense à l'Europe puissance. La troisième raison du malaise que je voudrais maintenant exposer, c'est que le seul mode de correction de la construction européenne, qui pourrait être au fond de faire respirer les États, de sanctionner l'expérience. Par exemple, l'expérience d'un pays tout seul qui tient tête à l'Empire au moment de l'Irak, c'est la France. Ce qui lui vaut un prestige décuplé dans toutes les nations du monde, et spécialement les petites nations, les nations pauvres, les nations démunies. On pourrait donc tenir compte de l'expérience. Eh bien non, au contraire, c'est la fuite en avant. La fuite en avant, pour reprendre le mot de M. Balladur. Merci, M. Balladur, d'être venu ainsi à mon secours. L'élargissement était une occasion historique de passer d'une Europe rigide, disciplinaire, centralisée, à une Europe décentralisée, souple et respectueuse des peuples et des singularités. Et quelle est la réponse? Un peu plus de supranational, un peu plus de rigidité, un peu plus de verrouillage. C'est-à-dire que tout le monde constate aujourd'hui, ah oui, c'est vrai, le pouvoir, il est lointain. Qu'est-ce qu'on fait? On l'éloigne. Et tout le monde constate, le pouvoir européen, il est peu contrôlé. D'ailleurs, un pouvoir lointain, il est peu contrôlable et il est corruptible. Il y a une bande de francs-filous et de faux facturiers là-bas. Il faudra aller faire un tour. Confère l'affaire Eurostat et tout ce qui traîne et tout ce qui est couvert et qu'on découvrira un jour. Quand vous ne contrôlez pas, c'est la nature humaine. Alors, il n'est pas contrôlé, qu'est-ce qu'on fait? On va le contrôler encore moins. On va le rendre alors définitivement incontrôlable. En faisant de Bruxelles, je cite un grand professeur de droit, l'attributaire exclusif des pouvoirs jusqu'ici détenus par les États. Et j'en arrive à mon exception d'irrecevabilité, ma première intervention. Le traité d'élargissement est étroitement lié au projet de Constitution européenne. D'ailleurs, vous l'avez évoqué chacun à votre tour. Or, ce projet de Constitution apparaît d'ores et déjà absolument contraire, quoi qu'on puisse penser par ailleurs, à la Constitution française. Et je prends le pari ici, à cette tribune, que personne n'osera apporter au Conseil constitutionnel le traité lorsqu'il sera signé. Ce qui sera un coup de force dans le coup d'État. Il est évident que la Constitution européenne vise à mettre en place un super-État supranational. On peut être pour, on peut être contre, mais les mots ont un sens. Il faut cesser de dire que le mot Constitution aurait pour l'Europe un autre sens que celui qu'il a pour les nations. Qui dit Constitution dit État. Seuls les États ont une Constitution, tous les États ont une Constitution, même quand elle est coutumière. La Constitution, c'est la règle suprême qu'un peuple souverain se donne pour conférer un statut à son État. Et donc, qui dit Constitution européenne, dit État européen, c'est-à-dire un État européen supra-étatique, ce qui veut dire que la Constitution de la Ve République deviendra une norme inférieure, une sorte de règlement intérieur d'un land, d'un super land, avec des gouverneurs
du Land, qui iront, comme M. Raffarin et M. Sarkozy, la tête cendrée, le cœur en berne, quémander quelques avantages sur le marais près de vin et la TVA sur le disque, là-bas, auprès de nos nouveaux maîtres.